Bonjour et merci beaucoup de cette opportunité qui nous est donnée de présenter les thématiques qui est la nôtre et les premiers résultats qu'on a pu obtenir. Donc moi je suis Constantin Macris et à côté de moi il y a Tiziano Dorandi et tout à l'heure vous allez écouter une présentation sur un point de notre projet par Luc Brisson. Notre projet soutenu donc par le LabEx Aztec est un projet en partenariat avec le laboratoire d'études sur les monothéismes et le centre Jean Pépin. Et c'est peut-être le moment de remercier aussi, à part le LabEx, les directeurs des deux laboratoires qui soutiennent le projet depuis 2015. La présentation, là vous pouvez voir quel est le titre du projet et les noms voilà, des trois personnes qui copilotent le projet. J'ai pensé que pour la présentation d'aujourd'hui, il suffirait de présenter quel est l'objectif et la thématique qui est la nôtre, quels sont les premiers résultats que nous avons pu obtenir et quels sont les projets de publication notamment que nous avons pour l'avenir. Donc déjà vous présentez le corpus des Pseudo-Pythagorica. Je pense que notre secrétaire qui a eu l'idée de fabriquer notre affiche a eu la bonne idée de mettre en regard les deux Pythagore et son reflet, mais déjà le Pythagore authentique est une représentation de Pythagore, donc on suggère par là le rapport entre l'original et la copie. Le corpus donc des Pseudo-Pythagorica qui constitue l'objet d'étude de notre projet est un ensemble de textes philosophiques à contenu divers, produits et mis en circulation à partir de l'époque hellénistique et jusqu'à l'Antiquité tardive sous le nom de Pythagore et de pythagoriciens connus comme Philolaos et Archytas, ou alors moins connus, voire totalement inconnus. Les auteurs de ces textes mirent en œuvre des stratégies du faire croire, c'est le sous-titre de notre projet, pseudonymie, référence à la tradition antérieure, emploi du dialecte dorien, entre autres, afin de convaincre qu'ils y exprimaient fidèlement les positions du pythagorisme originel, pré-platonicien, sur nombre de domaines qui vont de la philosophie des principes et des nombres, la théologie, la physique et la logique, jusqu'à la philosophie politique, l'éthique, l'éducation, le mode de vie, etc. Et en fait, ils y ont réussi à merveille si l'on observe l'autorité que leur ont conférée des milieux à la fois cultivés et exigeants, comme les philosophes néoplatoniciens, les penseurs de la Renaissance et même Copernic. Les plus ambitieux parmi ces textes et les plus intéressants philosophiquement prétendaient être les sources originelles dont se sont inspirés Platon pour le Timée et Aristote pour les catégories. Cet ensemble de textes n'a jamais été examiné de manière systématique à la loupe à la fois philosophique et philologique dans le cadre d'un workshop. Or, les conditions nous ont semblé être réunies à présent pour ce faire, étant donné l'incroyable essor qu'ont connu les études pythagoriciennes pendant la dernière décennie, avec un nombre important de jeunes chercheurs travaillant sur ces textes à travers le monde, mais aussi en France. C'est justement à cette palette internationale de spécialistes que l'on a fait appel pour notre projet, afin d'examiner collectivement et dans une perspective interdisciplinaire ce phénomène particulier de pseudépigraphie philosophique dans toutes ses dimensions, en veillant à établir un réseau d'interconnexion avec d'autres types de littérature, antérieure et postérieure. La production d'une grande partie de ces textes se situe à la période charnière qui, depuis peu, on a pris l'habitude d'appeler post-hellénistique, et qui est celle de la préparatio intellectuelle du néopythagorisme et du néoplatonisme. Étant donné cela, on comprendra donc très vite que l'intérêt majeur que présente la focalisation sur ces textes. En les étudiant, on a l'espoir de jeter un peu plus de lumière en amont sur la période qu'on pourrait appeler the Dark Ages du pythagorisme hellénistique et en aval sur les thèmes marquant des moments de transition, de renouveau ou de retour aux sources de la tradition, ou au contraire ceux de discontinuité et de l'émergence du nouveau, d'où l'emploi de néoplatonisme et néopythagorisme. L'une des originalités de notre projet est la prise en compte des aspects linguistiques et dialectaux, notamment pour les pseudépigraphes écrits en dorien,
Mais néanmoins, ce n'est finalement pas tellement le partage philologique entre fragments et traités faux, douteux et authentiques qui sera notre souci principal dans le projet, mais surtout l'importance du corpus des Pseudo-Pythagorica ou alors de quelques textes individuels d'un point de vue idéologique. Je pense que c'est sur ce point que va porter la présentation de Luc Brisson tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus. Où est-ce que nous en sommes donc 3 ans après le début de notre opération? Donc on a commencé en 2015. Pendant ces 3 années, on a notamment pu consolider et élargir considérablement, notamment avec la participation de doctorants et post-doctorants, un groupe de travail dont le noyau dur était déjà constitué dès 2015. Nous avons également organisé avec succès, surtout en mai et novembre de chaque année, 2015, 2016, 2017, 5 ateliers internationaux. Vous pouvez commencer à voir quelques programmes qui s'affichent sur l'écran. Je ne veux pas présenter le détail, vous pouvez voir un peu pendant que je parle. Donc les 5 ateliers internationaux que nous avons prévus, cela nous a permis d'aborder à la fois des textes pseudo-pythagoriciens précis et des thèmes transversaux à l'ensemble du corpus. Le 6e atelier est prévu très bientôt pour les 29 et 30 novembre 2017. Et je peux vous dire que les communications ont été d'une excellente qualité et nous ont donné entière satisfaction. Ça, c'est un point sur lequel, en tout cas, nous nous félicitons tous les 3 organisateurs. Nous sommes très contents de la réponse qu'il y a eu de la part des chercheurs et de la qualité de ce qu'ils ont présenté. On a également initié une série de journées d'études à visée comparatiste portant sur le phénomène de la pseudépigraphie religieuse et philosophique dans l'Antiquité. Voilà par exemple le programme de la première de ces journées d'études. Enfin, on a établi une collaboration avec un autre groupe d'historiens dirigé par Anne Gangloff de l'Université de Rennes, qui travaille sur les traités néopythagoriciens de Diotogène, Ekphante et Sténidas sur la royauté. Ils ont eu déjà 2 ateliers en 2017, en mars et en octobre, et il y aura le 3e bientôt en mars 2018. Ce qu'on pourrait relever comme originalité dans notre opération, je crois, c'est que la première chose, c'est qu'on a su mobiliser les meilleurs spécialistes dans une perspective résolument internationale. Je ne veux pas vous présenter les listes de noms ou faire des statistiques, mais simplement rappeler que du point de vue de leur nationalité, sur 45 participants, y compris le projet qu'on espère être accepté pour 2018, on a 12 Français, 10 Italiens, 4 Grecs, 3 Américains, 3 Belges, 3 Hollandais, 2 Canadiens, 2 Polonais, un Allemand, un Irlandais, un Israélien, un Mexicain, un Russe et un Sud-Africain. Donc vraiment, il s'agit d'une palette internationale, mais aussi d'une équipe dynamique dont plus de la moitié des membres sont des jeunes chercheurs brillants et aguerris, ou alors des doctorants et post-doctorants particulièrement prometteurs. Donc, qu'est-ce que nous attendons maintenant à la fin de notre projet? Donc, au terme de l'opération, qu'on situerait, si tout va bien, à un horizon 2019, on envisage la publication de 2 ou 3 ouvrages collectifs en 2 temps. Dans un premier temps, un recueil d'études ciblées, et puis un deuxième, portant sur des aspects philosophiques, littéraires et linguistiques des textes appartenant au corpus dit pseudo-pythagoricien, ainsi que sur les rapports de celui-ci avec les fragments authentiques du pythagorisme ancien. Les traités d'Aristoxène de Tarente sur les pythagoriciens, la littérature gnomique, les restes des œuvres produites pendant le renouveau du pythagorisme à Rome et Alexandrie, la philosophie grecque des époques classiques, hellénistiques et impériales, et même le corpus de vers, authentique ou faux là aussi, qui circulait sous le nom d'Épicarme. Le premier recueil devrait pouvoir paraître dès la fin 2018. Ce que je voudrais souligner, c'est que pour la plupart de ces textes, il n'existe actuellement aucune traduction française, tandis que certains sont même des inédits, comme on va avoir en novembre un traité sur la théorie cyclique attribué à Archytas. Notre anthologie constituera à la fois un outil de travail et un ouvrage lisible grand public.
Quant à nos journées d'études portant sur le phénomène pseudépigraphique en philosophie antique, nous sommes en train de réfléchir sur le lieu adéquat où l'on pourrait publier leurs actes, mais on a déjà envisagé deux possibilités. Un dossier thématique dans une revue spécialisée en philosophie antique et un dossier thématique dans la revue Apocrypha. Les discussions à ce sujet sont actuellement en cours. Donc finalement, au terme de ce projet, je pense qu'on va un peu être mieux à même de voir quel peut être le rapport entre Pythagore et son reflet dans cette longue histoire de production de textes qu'on appelle pseudo-pythagoriciens, mais que finalement, je pense, dans les publications, on va les appeler textes plus neutrement, textes attribués à Pythagore et aux pythagoriciens. Donc je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Luc Brisson pour une réflexion sur la thématique de notre projet. Merci. Oui, je commence par remercier Constantin, dont l'expertise philologique est vraiment très profonde en ce qui concerne le pythagorisme et qui est un excellent organisateur qui réussit à nous préparer des séances qui sont d'une très haute qualité. Et donc, je commence par le remercier. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer l'intérêt historique de s'intéresser aux écrits attribués à Pythagore. Donc, quelques mots sur Pythagore pour essayer de situer cette littérature. Donc, Pythagore serait né à Samos au VIe siècle et aurait dû quitter sa cité pour échapper à un tyran. Et donc, Pythagore va en Italie du Sud, où il fait un certain nombre où il organise un certain nombre de cités suivant un schéma pythagoricien entre guillemets, et donc l'influence pythagoricienne aussi se fait sentir à Syracuse et dans d'autres cités de Sicile. À partir d'un certain moment, et c'est le sujet sur lequel je vais parler ce matin, à partir d'un certain moment, on attribue à des pythagoriciens, que ce soit des membres de la famille de Pythagore ou des soi-disant disciples de Pythagore, un certain nombre de traités sur lesquels nous travaillons. La langue de ces traités, c'est un moyen d'identification, c'est le dorien étant un dialecte grec qui était parlé dans le Péloponnèse, et donc il faut savoir que les cités grecques d'Italie du Sud et de Sicile avaient comme métropole des cités du Péloponnèse. Donc le dorien est un moyen d'identifier ces traités comme pythagoriciens. Et donc on retrouve aussi dans ces traités un certain nombre de thèmes typiquement pythagoriciens: le reflet de l'écriture, le secret et le discours à double sens. Donc ce projet sur les écrits attribués à Pythagore s'inscrit dans la thématique du faire croire. Donc on fait croire qu'il s'agit de traités pythagoriciens en donnant comme auteurs les membres de la famille de Pythagore, en utilisant le dialecte dorien et en reprenant un certain nombre de thèmes très connus comme étant pythagoriciens. Donc notre point de départ, mais ce n'est pas le seul, puisque comme l'a dit Constantin, dans les dernières décennies, on a eu un regain de recherche concernant le pythagorisme. Notre socle, ce sont deux publications d'un antiquisant suédois qui enseignait en Finlande. Cet antiquisant suédois
a pour nom Holger Teslev. Il a publié en 61 une introduction à ces traités et donc en 65, il a publié un recueil de textes, The Pythagorean Text of the Hellenistic Period, donc publié à Ebo, donc, qui est le nom suédois de la ville finlandaise de Turku. Et donc c'est à partir de là essentiellement que l'on travaille, mais pas seulement à partir de ce recueil. Et comme vous le voyez, pour Teslev, ces textes appartiennent à la période hellénistique. J'ai tendance, en ce qui me concerne, à penser que c'est l'essentiel des textes sont post-hellénistiques, même si certains textes peuvent se situer à l'époque hellénistique. Donc, je dirais entre la mort de Platon en 348 jusqu'à la fin de la Nouvelle Académie que connaissait Cicéron. Donc, en gros, j'aurais tendance à situer la plupart des textes néo-pythagoriciens ou pseudo-pythagoriciens à partir du 1er siècle avant jusqu'à fin 2e, début 3e après. Donc, début de l'Empire et début de notre ère. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui aurait pu donner un sens à la production de ces écrits inauthentiques? Je pense qu'il faut inscrire ces écrits inauthentiques dans l'histoire du platonisme. Donc, Platon meurt en 348 avant notre ère, et il a comme successeur des gens comme Xénocrate, Speusippe d'abord, Xénocrate ensuite. C'est ce qu'on appelle l'ancienne académie. C'est-à-dire que cette ancienne académie défend Platon contre Aristote et contre l'école aristotélicienne. Mais très rapidement, au 3e, 2e, l'académie change complètement, puisque l'opposant maintenant n'est plus Aristote, mais les stoïciens. Et l'académie devient une machine de guerre contre le stoïcisme et contre le critère de vérité stoïcien, c'est-à-dire la vérité vient de la perception sensible. Bon, c'est très grossier comme présentation, mais ça revient à ça. Et donc, la Nouvelle Académie devient probabilisme sceptique. Et au 1er siècle avant, cette Nouvelle Académie cesse de fonctionner et un certain nombre de platoniciens vont vouloir changer radicalement de contexte. Et c'est à ce moment-là qu'on considère que Platon permet d'accéder à un autre ordre de réalité que le sensible, et cet ordre de réalité, c'est l'intelligible qui ne peut être saisi que par une âme qui peut se séparer du corps. Et donc c'est à ce moment-là qu'on assiste à une renaissance du platonisme avec ce qu'on appelle le moyen platonisme, qui est constitué de personnages très hétéroclites. Donc on a Plutarque de Chéronée, qui aurait vécu donc, au 1er siècle, puis au 2e siècle on a Maxime de Tyr, Apulée, et même le médecin Galien. Et on a aussi Cels, qui écrit donc il y a aussi Cels, Origène et surtout Numenius. Numenius qui est fin 2e de notre ère. Donc tous ces penseurs vont s'attaquer à cette orientation sceptique du platonisme qui était celle de la Nouvelle Académie, et vont essayer de présenter un platonisme beaucoup plus
beaucoup plus spiritualistes. Et pour y arriver, ils vont faire de Platon un disciple de Pythagore. Et en fait, non seulement ils vont penser que Platon est un disciple de Pythagore, mais Socrate est un disciple de Pythagore. Et donc, c'est ce qu'on trouve notamment dans Numenius, opposition à la Nouvelle Académie, et cette considération suivant laquelle Socrate et Platon sont des disciples de Pythagore. Et donc, c'est les penseurs de cette époque, les platoniciens de cette époque, vont essayer de retrouver dans Pythagore des thèmes platoniciens. Et c'est justement à ce moment-là, me semble-t-il, qu'on va constituer un corpus philosophique mis sous la tutelle de Pythagore, mais qui en fait n'est qu'une pythagorisation du platonisme. En d'autres termes, ce que je considère comme le néo-pythagorisme ou le pseudo-pythagorisme n'est qu'un platonisme pythagorisé. Et donc, il est très intéressant, et justement, je vais vous donner quelques titres qui appartiennent à ce recueil de textes pseudo-pythagoriciens. On va essayer de reconstituer donc un corpus platonicien complet. Donc, on a des écrits sur la physique, des écrits sur le hasard, des écrits sur la nature du tout, des écrits sur la nature de l'homme, des écrits sur la vision et des écrits sur ce que c'est que la vie. On a aussi un certain nombre d'écrits qui portent sur l'éthique, sur le bonheur, sur la concorde, sur les parents, sur la sagesse des femmes, sur la justice, le bonheur, et surtout des traités sur la vertu et sur la beauté. Dans ce corpus, on trouve aussi des écrits d'orientation politique, des écrits sur la loi et la justice, des écrits sur la politeia. Bon, je n'aime pas beaucoup traduire politeia par la République, mais sur la République. Mais justement, avec Anne Gangloff, on travaille maintenant sur les écrits concernant la royauté et la loi, donc politique. L'épistémologie, on a un certain nombre de traités qui portent sur l'épistémologie, donc sur la phronésis, c'est-à-dire l'intelligence pratique, sur la sagesse et sur un certain nombre de perceptions sensibles comme la vue, etc. On a des traités qui portent sur la métaphysique, sur le nombre, sur l'hebdomade et sur l'harmonie. Periharmonias, encore une fois, je n'aime pas traduire harmonia par harmonie, mais je pense que dans le contexte, c'est très difficile de faire autrement, puisque ça peut toucher l'astronomie, la musique, la politique, etc., etc. Et enfin, le sommet, on a des traités qui touchent la théologie, c'est-à-dire des traités qui concernent la religion dionysiaque, l'orphisme, des traités qui concernent la piété et le rituel qu'on doit aux différentes divinités. Donc ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que ces écrits se situent dans une perspective platonicienne, c'est-à-dire qu'on pythagorise Platon, et on pythagorise un Platon qu'on ne veut plus être un philosophe pur et dur, c'est-à-dire un philosophe qui ne s'intéresse qu'à l'épistémologie, à la logique, etc.,
mais un Platon qui est religieux. Et c'est très intéressant de voir que le moyen pythagoriste s'intéresse beaucoup à la magie, à la religion et à un certain nombre de différents courants religieux, comme par exemple la religion égyptienne, la religion d'Isis, le corpus hermétique est plein de réminiscences platoniciennes. Et donc on a l'impression que ce renouveau du pythagorisme, qui implique la fabrication de traités pythagoriciens, apparaît à un moment de l'histoire des peuples de la Méditerranée qui s'orientent vers un mouvement beaucoup plus religieux qu'avant. Donc même la philosophie devient une philosophie qui s'associe à la religion. Et donc ce rapprochement entre la philosophie et la théologie va avoir son sommet dans le néo-pythagorisme. Et ensuite, ça va passer dans la Renaissance et ça va par la suite se poursuivre en Europe avec tout un mouvement qui est considéré maintenant comme étant celui des pythagoriciens anglais. Et donc, et ça continue maintenant avec beaucoup de courants ésotéristes qui mettent Pythagore en avant. Et donc, je pense que ce néo-pythagorisme et ce pseudo-pythagorisme s'insèrent parfaitement dans la thématique du faire croire dans Aztèque. Donc, l'idée fondamentale, c'est de faire croire que Platon était un disciple de Pythagore et que le platonisme peut s'associer à différents mouvements religieux. Voilà ce que j'essayais ce qui me semble être l'intérêt de cette recherche dans le cadre de Aztèque. Voilà. Merci beaucoup, Lucien.